Et on va commencer. Laissez-moi introduire. Comment l'introduire? Parce qu'il n'est ni physicien ni philosophe, ou peut-être un peu les deux. Physicien quand même. Je vais laisser la parole à Marc Lachaiseray pour cette conférence sur l'âge de l'univers. Bonjour à tous, que je ne vois pas, mais que j'imagine. Pour vous parler donc de l'âge de l'univers, ce qui veut dire savoir à peu près ce que l'on comprend par âge et ce que l'on comprend par univers. Alors la notion d'univers, bon, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait évidente, mais on peut dire que ce qui légitime vraiment la notion d'univers pour les physiciens, c'est que l'univers apparaît vraiment comme un objet physique global. Quand on dit l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe dans sa globalité. Donc cette globalité a un sens, c'est-à-dire que du point de vue de la physique, on a identifié des propriétés qui s'appliquent à l'univers lui-même, et non pas aux galaxies, non pas aux étoiles, etc., même si c'est en observant des étoiles, des galaxies, que l'on a pu mettre en évidence ces propriétés. Quelles propriétés? Je veux parler par exemple du taux d'expansion de l'univers qui a été mesuré dès les années 1930. Je veux parler du taux d'accélération de l'univers. Je veux parler de la courbure de l'univers. Je veux parler de l'âge de l'univers, qui va être le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, aucune ambiguïté sur le fait que l'on puisse considérer l'univers comme un objet de la physique et qui relève des théories de la physique, et en particulier, puisque aux grandes échelles, c'est la gravitation qui semble jouer le rôle prépondérant, qui relève de la théorie de la relativité générale. C'est pour ça que quand on fait de la cosmologie, en général, on procède en établissant ce qu'on appelle des modèles cosmologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle cosmologique? C'est une solution de la théorie de la relativité générale, une solution globale, et par opposition aux solutions locales, puisque par exemple on peut considérer une solution locale de la relativité générale qui décrirait la gravitation dans le système solaire et qui permet de comprendre les orbites des planètes, les orbites des météorites, de tous les corps qu'on peut imaginer, mais à l'échelle réduite au système solaire. Quand on s'intéresse à l'univers, bien entendu, eh bien, on est dans la globalité, c'est-à-dire on s'intéresse à la manière dont l'univers, dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les galaxies, de tous les amas de galaxies, et évidemment ça va jusqu'aux plus grandes échelles, on en reparlera, on s'intéresse à la manière dont tout ceci est organisé, dont tout ceci évolue, et on sait encore une fois que ça évolue essentiellement sous l'effet de la gravitation, et c'est pour ça que cette théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, qui a été mise au point par Einstein dans les années 1915, c'est pour ça que cette théorie de la relativité générale joue un rôle et qu'on parle de cosmologie relativiste. Parce que, évidemment, ça ne date pas d'hier, ni même du siècle dernier, que les philosophes, les scientifiques s'intéressent à l'univers dans son ensemble, à son évolution possible, mais le fait que l'on puisse en parler d'une manière scientifique, je dirais que ça, c'est beaucoup plus récent, ça date essentiellement d'un siècle, bon, en étant... comment dire, je simplifie un petit peu, évidemment, l'histoire de la cosmologie, mais en gros, ça n'est que depuis l'arrivée de la relativité générale qu'on peut considérer que c'est une discipline scientifique, la cosmologie relativiste. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a réussi, depuis maintenant à peu près un siècle, à définir cette notion d'âge de l'univers. Et je dis bien à définir, parce que c'est quelque chose qui est très loin d'être évident, est très loin d'être direct, et vous allez voir que l'âge de l'univers, c'est une construction assez
indirecte et que cette notion d'âge de l'univers, ça n'est pas du tout quelque chose que l'on pourrait mesurer, comme on peut par exemple penser mesurer l'éloignement d'une galaxie, la distance entre deux galaxies, la masse d'une étoile, etc. Il y a des procédures de mesure indirectes. L'âge de l'univers, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. C'est une construction, encore une fois, de notre théorie et c'est quelque chose qui est assez difficile, non pas seulement à définir, mais évidemment à estimer. Alors, la notion d'âge en général d'un objet, c'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est-à-dire, si vous êtes en face de quelqu'un dans la rue, son âge, c'est pas une notion qui vous saute aux yeux s'il ne vous le dit pas. Et vous pouvez évidemment regarder son allure, regarder ses traits, regarder la couleur de ses cheveux, etc. Mais enfin, peut-être n'a-t-il pas de cheveux, peut-être qu'il ou elle a gardé son teint de jeune fille, peut-être qu'étant un vieillard, il a gardé une allure de jeune homme, etc. Donc vous allez peut-être vous faire une idée de son âge, mais ça sera toujours assez approximatif s'il ne vous montre pas sa carte d'identité, pour autant qu'il en ait une. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte d'identité, qui ont un petit peu perdu leurs origines et qui ne savent pas eux-mêmes quel est leur âge, en tout cas avec une précision, on pourrait dire, suffisante. Et quand on s'intéresse de manière un petit peu plus précise, votre âge, évidemment, c'est la durée qui s'est écoulée depuis votre naissance, mais ça veut dire quoi, votre naissance? Est-ce que c'est le moment où on coupe le cordon? Est-ce que c'est le moment où vous poussez votre premier cri, où vous faites votre première respiration? Voilà. Si on veut commencer à être très très précis, on s'aperçoit que la notion est un petit peu fumeuse. Donc l'âge, on peut très bien dire à un jour près, disons, même peut-être à une heure près, mais si vous voulez être précis à la seconde ou à la microseconde, ça ne sera plus possible. Et c'est pas la question en général qui nous intéresse. Et puis, il faut savoir aussi que nous sommes faits de cellules, donc on pourrait dire notre âge, c'est l'âge de nos cellules. Mais je ne suis pas biologiste, mais on m'a appris que nos cellules se renouvelaient à peu près tous les 7 ans. Donc ça veut dire que la plupart de nos cellules, sauf peut-être les neurones, je crois, ont 7 ans d'âge. Donc l'âge de nos cellules, ça n'est pas notre âge. On pourrait penser aussi à l'âge des molécules ou des atomes qui nous composent, mais les atomes qui nous composent, on sait qu'ils ont été fabriqués pour la plupart dans des étoiles il y a des millions, voire des milliards d'années. Donc ça n'est pas non plus ça. Donc il faut distinguer l'âge d'un objet de l'âge de ses constituants. Et l'univers, bien entendu, c'est un objet physique à part entière, comme je l'ai mentionné brièvement, mais il a évidemment une très grande quantité de constituants dont nous faisons tous partie. Et évidemment, l'âge de l'univers est plus ancien que nous-mêmes et que l'âge de tous ses constituants. Et par exemple, dans les années 1930, on commençait à voir ce que pouvait vouloir dire l'âge de l'univers, on commençait à l'estimer d'une manière très grossière, et il se trouve que les premières estimations ont donné un âge qui était voisin de 2 milliards d'années, alors que l'on savait déjà que la Terre avait 4 milliards d'années. Donc il y avait 4 milliards et demi. Donc on a identifié un problème, comment la Terre de 4 milliards d'années pouvait-elle exister dans un univers de 2 milliards d'années? Et c'est quelque chose qui, évidemment, a posé un problème, qui a déclenché des discussions assez violentes chez les astrophysiciens et chez les cosmologues, et qui a entraîné la désaffection, on pourrait dire, de la communauté scientifique envers les modèles cosmologiques en question, qui étaient les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de Big Bang. Donc en fait, ces modèles de Big Bang qui sont un peu le sujet de cette conférence, ces modèles sont nés dans leur grande ligne en 1930. C'est une création du physicien belge qui s'appelle Georges Lemaître. Il ne s'appelait pas du tout encore comme ça, il n'était pas du tout encore aussi sophistiqué qu'ils le sont aujourd'hui. Mais cette idée que l'univers est en expansion, cette idée que cette expansion a eu un début et que entre ce début et aujourd'hui s'est écoulé, on pourrait dire, une durée finie
que précisément on appelle l'âge de l'univers, bon, ben ça date des années 1930, et à cause, entre autres, de ce que je viens de vous dire, de ce conflit entre la première estimation de l'âge de l'univers et l'âge de la planète Terre, eh bien ces modèles, donc je répète qui allaient plus tard devenir les modèles de Big Bang, ont été rejetés en grande partie. Alors rejeter ces modèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'en trouver d'autres à la place. Et il y a eu effectivement d'autres cosmologues que Lemaître qui ont proposé d'autres modèles qui étaient des modèles concurrents. Et pendant quelques décennies, donc disons à peu près de 1930 jusqu'à 1960, la mode était plutôt à des modèles qui n'étaient pas nos modèles de Big Bang, ni les ancêtres de modèles de Big Bang, mais d'autres modèles dans lesquels la notion d'âge de l'univers, par exemple, n'existe pas. Donc il faut comprendre que cette notion d'âge de l'univers, loin d'être évidente, déjà, elle n'existe, elle n'est présente que dans certains modèles cosmologiques. Et il se trouve que depuis les années 1930, nous avons des raisons de penser, et même des très fortes raisons, on pourrait presque dire des preuves, même si le mot preuve définitive est toujours délicat à manier en physique, mais on peut dire que la plupart, enfin l'essentiel, la quasi-totalité de la communauté des scientifiques, des cosmologues, des astrophysiciens, pensent que la bonne manière de décrire notre univers, ce sont justement ces modèles qu'on appelle aujourd'hui les modèles de Big Bang, et la caractéristique de ces modèles de Big Bang, donc qui a été établie depuis 1930 par Georges Lemaître, c'est que selon ces modèles, l'univers a un âge fini qui se mesure en milliards d'années. Alors comment se mesure cet âge de l'univers? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment se mesure? Je prononce cette phrase, mais je vous ai dit tout à l'heure que l'âge de l'univers ne pouvait pas être mesuré. Il se déduit d'une manière assez compliquée dont je vais vous exposer évidemment les grandes lignes. Alors revenons quand même aux années 1930 où on vient de mettre en évidence un phénomène qui était a priori inattendu, qui s'appelle l'expansion de l'univers. Alors il y a toute une histoire qui est assez intéressante de la manière dont les astronomes ont compris et admis cette idée d'expansion de l'univers. Bon, je renvoie à mon livre L'âge de l'univers pour ceux que ça peut intéresser, parce que je n'aurai pas le temps de vous exposer tout ça en quelques minutes comme aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'en 1930, les astrophysiciens, les cosmologues viennent d'admettre une idée nouvelle, à savoir que l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'univers est en expansion? La manière dont on s'en rend compte, c'est en s'apercevant que toutes les galaxies ont une vitesse d'éloignement de la nôtre, et deuxièmement, que cette vitesse d'éloignement de la nôtre n'est pas répartie au hasard, mais qu'elle est grosso modo proportionnelle à leur distance, à leur éloignement. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble-Lemaître, du nom de l'astronome Edwin Lemaître et du physicien Georges Lemaître que j'ai déjà mentionné, qui sont, on peut dire, les deux artisans de cette loi qui a été publiée en 1929. Et cette loi de Hubble-Lemaître, donc, c'est le fondement de l'expansion de l'univers, mais c'est aussi aujourd'hui le fondement de toute notre cosmologie. C'est-à-dire toute la cosmologie qui a été produite depuis à peu près un siècle se fonde sur cette loi d'expansion de l'univers. Et il se trouve que quand on parle d'expansion, on ne peut pas vraiment parler de la vitesse de l'expansion, puisque chaque galaxie s'éloigne de nous à une vitesse différente, d'autant plus élevée que la galaxie est éloignée, et ce sont des vitesses très importantes, puisque celui qui a le premier mesurer ces vitesses, l'astronome américain qui s'appelle Vesto Slipher a été dès le début extrêmement étonné de mesurer des vitesses aussi élevées. C'était des centaines de kilomètres par seconde, et ensuite des milliers de kilomètres par seconde, et aujourd'hui ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de kilomètres par seconde que l'on peut mesurer comme vitesse d'éloignement, vitesse de récession de ces galaxies. Donc le mot vitesse de l'expansion n'a pas de sens. En revanche, on peut définir ce qu'on appelle le taux d'expansion de l'univers, que les astronomes appellent
constante de Hubble-Lemaitre qui indique, si vous voulez, puisque la vitesse d'éloignement d'une galaxie est proportionnelle à sa distance, eh bien, ça veut dire qu'entre les deux, il y a une constante, et cette constante, c'est précisément celle que je viens de mentionner, c'est précisément le taux d'expansion. Donc, le taux d'expansion de l'univers, il s'exprime dans une unité assez surprenante, peut-être si vous n'en avez pas l'habitude, ce sont des kilomètres par seconde et par mégaparsec. Les kilomètres par seconde, c'est une unité de vitesse. Le mégaparsec, ça veut dire le million de parsecs, c'est une unité de distance qu'utilisent les astronomes. Grosso modo, le mégaparsec, c'est la séparation moyenne entre les galaxies, et ça vaut à peu près 3 millions d'années-lumière de distance. Bon, donc peu importe cette unité, mais il faut se souvenir que lorsque Georges Lemaître et Edwin Hubble ont énoncé leur loi à la fin des années 20, eh bien, la valeur qu'ils donnaient dans cette unité pour la constante était de 500. Donc, taux d'expansion, dans la bonne unité que je viens de mentionner, kilomètres par seconde et par mégaparsec, ils donnaient une valeur de 500, et pour anticiper ce que je vais dire, eh bien, la valeur retenue aujourd'hui, elle est autour de 70. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les estimations qui vont être obtenues de l'âge de l'univers dépendent en premier lieu de cette constante. Parce que, évidemment, plus l'expansion est rapide, plus ça veut dire que la durée depuis laquelle ça a commencé est courte, et donc ça va changer les estimations de l'âge de l'univers. Bien que, comme s'en est aperçu très rapidement Lemaître, le taux d'expansion ne soit pas constant. C'est-à-dire, même si aujourd'hui on mesure que le taux d'expansion de l'univers vaut 500, ça ne veut pas dire qu'il a toujours eu la valeur de 500, et on peut très bien penser que l'expansion se ralentit ou qu'elle s'accélère. Peut-être qu'elle est constante aussi, mais le plus probable, c'est de penser qu'elle se ralentit ou qu'elle s'accélère. Et là aussi, il y a toute une histoire à ce propos. On a d'abord pensé, pour des raisons assez simples, que l'expansion devait se ralentir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une raison qui le suggère, c'est que l'univers est soumis à la gravitation, et que la gravitation, en général, c'est une force attractive. Donc l'univers lui-même, qui contient beaucoup de masse, d'énergie, exerce sur lui-même une attraction gravitationnelle, et cette attraction gravitationnelle, on a toute raison de penser qu'elle doit ralentir l'expansion. Donc les premières idées qu'on pouvait avoir, c'était que l'expansion se ralentit, autrement dit que le taux d'expansion diminue. Et pourtant, dès l'époque de Lemaître, dès les années 1930, on a eu des indices que l'expansion s'accélérait. Pourquoi ? D'une part, à partir de raisonnements qui sont liés précisément à l'âge de l'univers, je vais revenir dessus, à cause de raisonnements dus à la formation des galaxies, et puis, dans les années 1980, un sondage portant sur ce qu'on appelle des indicateurs de distance en cosmologie, enfin, disons, peu importe le terme exact, mais disons, une manière de sonder la géométrie de l'espace-temps qui a montré de manière assez convaincante que l'expansion s'accélérait. Et pourquoi je vous parle de cette accélération de l'expansion qui, au départ, a semblé surprendre beaucoup d'astrophysiciens ? Parce que, évidemment, selon que l'expansion s'accélère ou se ralentit, ça veut dire qu'elle a commencé dans le passé il y a plus ou moins longtemps, depuis une durée plus ou moins longue, et c'est cette durée qu'on appelle l'âge de l'univers. Donc, si vous voulez, l'âge de l'univers, on vient de voir que, premièrement, il dépendait de cette fameuse constante qu'on appelle constante de Hubble-Lemaitre, qui est le taux actuel de l'expansion, et deuxièmement, il dépend de la variation de ce taux d'expansion. C'est-à-dire, est-ce que l'expansion s'accélère ou se ralentit ? Ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour estimer l'âge de l'univers. Mais évidemment, vous voyez bien qu'on va reconstituer l'âge de l'univers en essayant de reconstituer la manière dont l'univers est en expansion depuis 10, 11, 12, 13, 14 milliards d'années, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer directement. Et la seule manière que nous avons d'estimer l'âge de l'univers, je passe
sur bien des détails, la seule manière que nous avons, c'est de reconstituer toute la loi d'expansion depuis le début. Autrement dit, c'est d'avoir un modèle cosmologique complet, c'est-à-dire pas seulement d'observer la manière dont se déroule l'expansion aujourd'hui, mais de connaître toute l'histoire de l'univers depuis son début jusqu'à aujourd'hui. Et je répète, c'est la seule manière d'avoir une estimation de l'âge de l'univers. Alors, je passe sur bien des détails. Combien ? D'accord. Donc, je passe sur pas mal de détails, mais en simplifiant, si vous voulez, l'âge de l'univers, on va l'estimer à partir de cette constante de Hubble, qu'on va essayer de mesurer. Et pour ne pas rentrer dans trop de détails là non plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, on l'a mesuré autour d'une valeur de 70, mais que curieusement, d'une manière assez inattendue, il y a encore un conflit chez les astrophysiciens aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'est pas d'accord, les astrophysiciens ne sont pas tous d'accord entre eux sur la valeur de cette constante. Disons que les différences sont de l'ordre de quelques pourcents, mais il y a deux manières de mesurer cette constante qui diffèrent donc encore une fois de quelques pourcents. Alors cette différence qui ne devrait pas exister n'est pas vraiment comprise aujourd'hui, et c'est un grand travail actuel des cosmologues d'essayer de comprendre son origine, mais il faut bien comprendre que cette incertitude de quelques pourcents sur la constante de Hubble va rejaillir aussi sur les estimations de l'âge de l'univers. Deuxième point, on voudrait donc savoir, comme je l'ai mentionné, si l'histoire de l'univers a été une accélération, une décélération de l'expansion ou une combinaison des deux. Or, ce que nous disent nos théories physiques, la théorie de la relativité générale en premier lieu, c'est que la manière dont l'univers s'accélère ou se ralentit dépend de son contenu en masse, en énergie, et puis aussi d'une constante additionnelle qui s'appelle la constante cosmologique, et certains évoquent aussi quelque chose qui s'appelle l'énergie noire. Bon, en tout cas, l'histoire de l'univers, justement, qu'il est nécessaire de connaître pour estimer son âge, dépend de tout ça. Or, la matière noire, on a des raisons de penser que ça existe, vous en avez sûrement entendu parler puisque c'est un sujet très médiatique, mais on n'est pas tout à fait sûr et on ne sait pas exactement combien il y en a. On ne connaît pas sa nature, on ne connaît pas son origine, on ne connaît pas sa répartition. On pense qu'elle existe, mais il y a tout de même une incertitude. Et selon que la matière noire existe ou pas, qu'elle existe ou non en telle ou telle quantité, eh bien, ça veut dire que nos estimations de l'âge de l'univers vont changer. L'accélération, c'est pareil. À quoi est due l'accélération de l'univers ? Certains pensent que c'est dû à une constante cosmologique, d'autres disent non, c'est pas la constante cosmologique, c'est autre chose qu'on appelle l'énergie noire, qu'on ne connaît pas très bien non plus, que la physique ne sait pas vraiment bien définir. Mais selon qu'on est partisan de l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, eh bien, les estimations de l'âge de l'univers vont changer. Et quand aujourd'hui on vous donne comme estimation de l'âge de l'univers 13,8 milliards d'années, ce qu'on considère comme la meilleure estimation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait une certaine hypothèse sur la valeur de la constante de Hubble le mètre, c'est-à-dire 68 plutôt que 70 par exemple. Deuxièmement, ça veut dire qu'on suppose qu'il y a de la matière noire avec les proportions, je dirais, standards, c'est-à-dire selon ce que nous disent les raisonnements les plus simples, mais nous avons aussi des raisons de penser que ces raisonnements les plus simples sont peut-être trop simples et que ce n'est pas la bonne valeur. Mais quand on vous dit 13,8 milliards d'années, c'est sous cette hypothèse, et je répète que peut-être elle est contestable, et puis c'est aussi sous l'hypothèse de la constante cosmologique comme raison, comme moteur, si vous voulez, de l'accélération de l'expansion, ce qui est, de mon avis et de l'avis de beaucoup, l'explication la plus logique. Mais comme je viens de vous le dire, il y a une fraction de la communauté, même une fraction importante, qui rejette cette constante, et je crois que Roland Triet va nous en parler abondamment dans le séminaire suivant. Mais si jamais on doit rejeter cette constante et
inventer autre chose à la place qu'on appelle l'énergie noire, à ce moment-là, l'estimation de 13,8 milliards d'années pour l'âge de l'univers ne tient pas le coup, parce que, si vous voulez, on a tellement d'incertitudes sur ce que pourrait être cette énergie noire si jamais elle existe, qu'on est incapable de donner une estimation précise de l'âge de l'univers sous cette hypothèse-là. Donc, si je résume, on a aujourd'hui une estimation de l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. On comprend ce que ça veut dire. Bon, j'ai beaucoup simplifié, donc ceux qui sont intéressés, je les renvoie à mon livre « L'âge de l'univers » parce que j'ai quand même passé sous silence beaucoup des problèmes que ça pose. Mais enfin, grosso modo, je pense vous avoir donné une idée globale de ce que c'est que cet âge de l'univers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose donc, qui est construit, reconstruit de manière indirecte. Ce n'est pas une durée qu'on peut mesurer, ce n'est pas un temps qui s'est écoulé, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple, c'est une construction qui dépend de tout le modèle cosmologique, c'est-à-dire de toute l'histoire de l'univers, que cette histoire de l'univers, on n'est évidemment pas capable de la reconstituer précisément morceau par morceau, et que cette reconstitution que l'on fait, elle dépend de plusieurs types d'observations, notamment ceux que j'ai mentionnés, pas seulement ceux-là, mais j'ai mentionné les principaux, et que donc on a une estimation dans laquelle on a, je dirais, une confiance tout de même assez raisonnable, mais sachez que vous pouvez peut-être vous attendre à ce que dans quelques années, dans quelques dizaines d'années peut-être, on vous dise, ben non, finalement, l'âge de l'univers, il faut revoir nos estimations et on aura peut-être à ce moment-là un nombre assez différent, sachant que quand même on a une contrainte, c'est que l'âge de l'univers doit au moins être supérieur à l'âge des étoiles les plus vieilles, âge des étoiles la plus vieille qu'on estime aujourd'hui autour de 13 milliards d'années. Donc pour le moment, ça concorde assez bien, mais dans l'avenir, nous ne savons pas. Merci.